Bonjour à tous, merci de nous rejoindre ici à Mandelieu pour les micros d'or pour demain sur Radio Sport. Oui, pour demain, la jeunesse est là, les anciens aussi. Oh, ça fait mal ça. Ah non, mais je commence pas par toi, Jérôme Armand, t'inquiète pas. Fais le tour par là. Je fais un autre tour. Non, vous êtes bien là, de mon côté droit, tu vois. Là. Jérôme Armand avec à tes côtés, le légendaire Claude Puel, l'homme d'un club. Monaco, en tant que joueur et entraîneur. Entraîneur, t'en souviens? Entraîneur, j'en ai fait. Oui, non, mais après, t'as quand même, tu vois, tu as eu la chance de faire les deux. Ouais. Champion de France. Et d'être champion des deux. Et champion des deux. Voilà. T'as fait aussi la montée entre la Ligue 2 et la Ligue 1? Non, c'était l'ancienne équipe, ça. Non, j'étais... C'est les plus vieux encore. C'est ça? C'était quoi? C'était Ettori à l'époque, avec les d'Alger, les petits qui montaient de... En fait, je suis arrivé à 15 ans et demi au club et Monaco venait d'être champion de Ligue 2. D'accord. De deuxième division. Et ils ont gardé la même équipe, la même ossature. Et ces joueurs-là sont devenus champions de France à 78. Et t'es arrivé là? En première division. Et moi, je suis arrivé, j'avais signé en deuxième division et je suis arrivé en première division. Voilà. J'ai eu de la chance. On sent le champion. Tu vois. Vincent Lix, Intérieur Sport, Canal+, l'histoire de la télévision. Bonjour à toi. Waouh. Bah oui. C'est ça qui fait mal. Mais non, mais c'est la référence. Attends, tu dis Intérieur Sport, tu vois, avec Antoine Leroy, ça pose le débat, quoi. Oui, on peut le dire. En tout cas, en matière de sport. On a écrit une petite page de l'histoire du documentaire de sport à la télévision. Quand tu dis écrit, c'est vrai parce que c'est vraiment une écriture, quoi, quelque part. C'était une vraie réflexion. En fait, être au plus près des athlètes, des sportifs, des équipes, pouvoir essayer de raconter au plus près, le plus précisément possible, la réalité de ce que peut vivre un sportif de haut niveau. C'est pas simple parce que finalement, au départ, on est un peu sur une route parallèle, mais on accompagne. Là, c'était être à l'intérieur, dans l'authenticité de ce que peut vivre un sportif, on va dire. Ouais. Et ça a duré 17 ans, Et tu as réussi à en faire dans le football, ça va être le thème, puisqu'on a Claude Puel avec nous ce soir. Tu as réussi à travailler avec les footballeurs à 1000%? Oui, sans souci. Oui, bien sûr, on a réussi à travailler avec les footballeurs. Alors, peut-être qu'il faut négocier encore plus, il faut encore plus être convaincant, encore plus aller chercher la confiance. C'est un groupe, c'est un club, c'est des présidents, c'est un entraîneur qui doit... C'est surtout l'entraîneur qui ouvre les portes, finalement. Les joueurs, ils vont s'adapter, ils vont être contents qu'on parle d'eux. C'est l'entraîneur qui va dire oui, ok, on va pouvoir travailler ensemble sans que ça vienne perturber moi ce que j'ai mis en place. Et c'est comme ça qu'il faut le tolérer. Il faut négocier. C'est d'un commun accord en fait. Tes mots sont importants parce que nous sommes ici à Mandelieu pour les micros d'or pour demain avec de jeunes journalistes, à l'image de Thomas Palmier qu'on a choisi parce qu'il est en grande discussion avec toi. On le voyait passionné parce que c'est l'essence même de ce métier. C'est la passion et le talent, bien sûr. Après, qui est peut-être déjà là, Thomas, ce que je te souhaite. Bonjour à toi. Bonjour, salut. Toi, tu sors de l'ESJ Lille, qui est l'école, on peut le dire, la plus réputée en France en école de journalisme. Oui, en tout cas, de la vie des journalistes en général, oui. Mais... Quand tu as le tampon, quand tu as estampillé ESJ Lille, c'est que t'es pas mal, quoi. Ça aide, mais globalement, toutes les écoles. Et là, tu es en concours pour gagner le premier prix des micros d'or junior, quoi, j'allais dire. Ouais. Avec un reportage sur quel thème? Un reportage sur du basket. Je suis parti sur un coach personnel de basket féminin. Un coach perso? Ouais, exactement, un coach perso pour comprendre un peu le fait que dans le staff, il y a plus de gens aujourd'hui qu'un simple entraîneur et qu'un simple assistant. Ils se sont étoffés au fur et à mesure, Claude pourra en parler sûrement, mais voilà, c'est aussi montrer ça, qu'il y a une expertise aussi psychologique peut-être pour aider ces joueurs et joueuses-là. D'accord, et c'est un entraîneur qui s'occupe d'une jeune fille en particulier? Non, il est en fait attaché au club en général et il s'occupe de tout le monde. Il est une oreille aussi attentive, mais il peut travailler des aspects vraiment techniques du jeu, le shoot, la défense, le positionnement sur le terrain. Un peu multitâche, il fait un peu de vidéo aussi, en l'occurrence ce monsieur-là. Mais c'est un poste qui est beaucoup développé, notamment aux États-Unis. C'est venu au début des années 2000. Notamment, il y a un coach très réputé qui a fait un peu, en tout cas, référence avec Dirk Nowitzki. Mais depuis, avec son fameux shoot qui s'est popularisé, c'est arrivé en France tout doucement, en Pro A, et puis ça vient aussi chez les féminines. Intéressant. Il y a de plus en plus d'entraîneurs, mais dans le foot, vous étiez combien, vous, par exemple, Claude, dans vos derniers clubs, que ce soit à Lyon, en Angleterre? Ou à Lille, vous étiez combien par exemple? C'est pléthorique. Pléthorique, vous dites? Oui, parce que c'est exponentiel. Et à mesure, on essaie d'individualiser au maximum le travail de chacun, que ce soit d'un aspect physique. Après, il y a les aspects mentaux qui rentrent en ligne de compte de plus en plus. Juste une petite parenthèse, coach personnel, ça me touche dans la mesure où moi je constate chez les jeunes, autant ils sont désinhibés, c'est-à-dire qu'ils ont une grande confiance en eux, ils sont capables de très vite intégrer un groupe professionnel,
Ils n'ont pas de barrière. Dès 20 ans, oui. Vous voyez, presque, certains diraient un manque un petit peu de respect par rapport à celui qui est identifié comme un cadre et ancien. Mais ça a l'avantage de voir ces gamins apporter beaucoup de fraîcheur et d'arriver performants. Mais de notre côté, ces jeunes joueurs sont beaucoup plus fragiles que par le passé. Tu veux dire à quel niveau? Pas physique, au niveau mental? Mental. Mentalement, ils sont fragiles. Quand ils débutent, ils sont, insouciants. Ils ne réfléchissent pas. Et petit à petit, ils prennent à réfléchir parce qu'automatiquement, pour durer, il faut avoir une capacité à avoir une réflexion sur son jeu, sur son comportement, etc. Et c'est là où entrent des problèmes avec certains joueurs qui sont fragiles, qui ne sont pas armés pour affronter tout ce qu'ils doivent affronter. Parce qu'on dit souvent, on critique beaucoup le jeune joueur, que ce soit le jeune footballeur ou d'autres sports, mais ils doivent faire face à énormément de gens qui gravitent autour d'eux, qui sont bien ou moins bien, qui sont d'un bon apport ou plutôt au contraire d'un très mauvais apport. Et automatiquement, ils vont chercher à se protéger. C'est pour ça que l'accès est d'autant plus difficile dans des sports très réputés comme le foot, par exemple, parce qu'il y a énormément de gens qui gravitent autour de ces gamins, et souvent pour les exploiter. Que ce soit au niveau du copain, que ce soit financièrement, que ce soit la famille, des fois, qui, malheureusement, pour certains, vivent au crochet de leurs enfants. Oui, pour beaucoup. Donc, c'est tout un ensemble de phénomènes qui font que c'est pas évident pour garder une certaine maîtrise, lucidité, et puis répondre de façon avenante et avoir cette disponibilité que souvent requièrent les journalistes. Quand tu parles de cela, Claude, tu nous fais penser au cas de ce jeune footballeur niçois qui attendait de mettre fin à ses jours en se rendant sur un pont. Non, mais tu vois, c'est poussé aux extrêmes. Là, non, mais oui, mais ça existait. Je pousse pas. Oui, bien sûr. Il y a un contexte aussi qui lui est propre. Tu veux dire? Il y a un contexte personnel, familial, voilà, qui joue aussi. C'est peut-être au-delà. Je veux dire, c'est pas que par rapport au football, bien sûr. Non, mais il y a l'environnement dont parlait Claude. Il y a des fragilités qui sont beaucoup plus importantes, comme le commun des mortels chez certains, qu'ils soient sportifs ou non. On en parle de plus en plus, Jérôme, on en parlait il n'y a pas très longtemps avec Fabrice quand on préparait l'émission. On le voit avec des joueurs comme Thierry Henry, comme Raphaël Varane, qui ont pris la parole sur la santé mentale. Ça, c'est important aussi. Mais c'est important, mais pour aller au-delà de tout ça, oui, effectivement, ou aller en plus, il manque peut-être un petit quelque chose, une préparation mentale. Ils sont aussi surprotégés, les jeunes. Dans le foot aujourd'hui, oui. En fait, ils savent même pas peut-être comment prendre un billet de métro quand ils vont à Paris, j'en sais rien. Enfin, je te le confirme, avec Vincent Lix, c'est un travail de grand champion à une époque à Marseille. Ouais. Même pour aller au zoo, il fallait leur payer le billet. Donc voilà. Donc ça veut dire que il manque un petit quelque chose. On est toujours, on est là pour s'améliorer de toute manière dans les centres de formation que je n'ai pas fréquentés. Mais je pense qu'il manque quelque chose. Ils sont surprotégés. Les Français, en général, il n'y a pas une réelle préparation mentale. Mais est-ce qu'il y a une préparation mentale chez les jeunes, une Nice, avec quelqu'un qui était référent, par exemple, Claude ? Moi, j'ai commencé, jeune entraîneur à Monaco. Très vite, je suis parti sur Lille. À Lille, j'ai mis en place un préparateur psychologique pour le centre de formation. Je l'ai fait à Nice également. Donc, moi, je n'ai jamais bénéficié. mais j'admets que c'est quelque chose qui serait important. Mais les clubs également, je voudrais dire, ont des difficultés de mettre ça en place. Parce que, justement, il y a un environnement au fait que de gamins. Vous dites, ils sont protégés. Ils sont protégés, oui. Ils sont, dans une bulle. Ils sont étouffés. Ils sont là. On leur dit systématiquement, pour certains, quoi faire de A à Z, toute la journée. Comment tu sors, comment tu vis. Moi, je vais diriger un gamin. On travaille tactiquement. Je lui enseigne des choses. Je veux le développer individuellement et collectivement. Je l'ai 1h30, 2 heures dans la journée. 4 heures si on double les séances, mais il rentre chez lui et puis il peut avoir un autre discours. Et c'est tout le contraire par rapport à un environnement, un entourage, des agents ou des pseudo-agents. Et donc, on doit lutter avec tout ça et on doit prêcher la bonne parole en ne sachant pas si on va être écouté parce que l'environnement du joueur fait que maintenant, en plus avec l'avènement des data,
c'est tout. C'est un truc, c'est du tout et C'est tout, avec cette petite boîte que l'on voit. Hein. Oui, on dit aux joueurs, aux gamins, l'agent, il dit, bon, il faut que... On est dans un sport collectif. On lui dit, il faut que tu fasses tant de dribbles, tant de frappes au but, tant de buts, tant ceci, tant cela. En fait, une expression complètement individuelle qui tend à individualiser le gamin et ne penser qu'à sa prestation. Et à l'entraîneur, il rame à compte courant, il est le seul à essayer de rassembler tout le monde. Et ces individualités, je dirais presque individualistes, il faut les ramener dans un collectif, dans un schéma de jeu et leur faire penser à l'autre. Et ça, c'est toute la difficulté du métier d'entraîneur. Ce qui est très intéressant avec Claude Puel, en plus, c'est qu'il a un rôle d'entraîneur et de papa à l'époque. Parce que tout à l'heure, je parlais de papa poule, mais toi, tu as eu en plus tes enfants sous tes ordres. Oui. Non, mais est-ce que le discours était différent? Après, je passe la parole parce que je suis resté focus pour l'instant sur Claude, parce que ton expérience est importante pour continuer le débat. Oui, mais ça, c'est encore quelque chose qui est à part. Ils se sont trouvés qu'ils ont été baignés très tôt dans le foot et qu'ils ont suivi comme ça à côté. Mais bien sûr que, par exemple, le passage à Nice, la personne ne peut pas comprendre qu'un gamin, un fils joue à la place d'un autre. Ouais. Et pourtant, il faisait partie des 22 gamins qui ont débuté du centre de formation à Nice et ils n'ont pas eu plus de favoritisme que les autres. Mais ça ne peut pas être bien perçu. Et on ne peut pas le faire avec ces Ça, tu le savais, quand tu savais que ça allait te tomber sur la gueule à un moment, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai réalisé sur le fait, mais comment eux ont des qualités aussi, puisqu'ils étaient déjà en équipe de France Espoir, moins de 20, etc. Mais ils ont des qualités, mais je ne peux pas faire avec eux ce que j'ai fait avec les autres. Et c'était cette chose-là. Mais je conçois, bien sûr, et avec le recul, qu'il ne peut pas y avoir compréhension. Parce que l'œil va être, tiens, qu'est-ce que je ferais avec mon fils? Et la plupart à un moment donné, veut protéger son fils, veut lui donner, veut même si c'était pas le foot à la maison, c'était terminé, et il passait, s'il y avait quelque chose à dire, dans mon bureau, et il prenait une soufflante. Mais ça, les gens n'y passent pas et acceptent pas, parce que ils analysent ça par rapport à leur propre expérience. Ouais, toi, tu étais dans ton droit, Claude, de dire qu'il est aussi bon que les autres. Tu disais, il est même meilleur que celui qui aurait dû être titulaire à ce moment-là. C'est ça aussi, t'es dans ton droit, c'est une forme de justice, d'injustice, tu vois. Oui, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Même Zidane, qui a avec ses enfants. Un autre palmarès que moi, a eu des difficultés avec ses enfants au Real. Mais pas Thuram. Mais Liliane n'a pas été entraîneur. Je parle tu as raison. Je parle des pères qui ont eu leurs enfants sous leur coupe. Ouais. C'est complètement différent. Complètement différent, tu as raison. Ou alors, c'est comme l'Italien international du Milan AC, où son père, Maldini, Paolo Maldini, son père est arrivé au club alors que son fils était déjà établi, n'avait plus rien à prouver. Donc, automatiquement, là, c'est différent. Ou ton père président, comme la famille Crossi à Sochaux, par exemple. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Vincent Alix, nous, on a dit à nos enfants, hein, toi aussi, Jérôme, tu as dit, faites pas journaliste, hein, t'as compris? Oui. Non, tu leur as pas dit ça, toi? Non, je leur ai pas dit ça, mais je leur ai surtout dit, si vous voulez y aller, quand même, faites des études pour ça. Déjà. Mais du coup, moi, j'ai 3 filles, et j'ai ma troisième fille qui, mine de rien, est partie sur ce chemin-là, parce que ça devait trotter dans sa tête depuis... Tu peux pas l'empêcher. Non. C'est un peu de ta faute, tu sais ça. Certainement. Est-ce que dans les intérieurs sport, parce que par rapport à ce que disait Claude, c'est très intéressant cet aspect santé mentale, est-ce que tu as vu, toi, dans toute l'évolution de ta carrière, justement l'apport de personnes différentes? Je ne parle pas d'un kiné, d'un ostéopathe, d'un éthiopathe, d'un poseur de pierre ou d'une aiguille sur ta tête. Est-ce que tu as vu des gens qui travaillaient vraiment, comme a dit Claude, à un moment, sur le mental des joueurs, sur le psychisme des joueurs? Oui, bien sûr. Les psychologues, ce qu'on appelle les psychologues du sport. Oui, bien sûr, j'en ai rencontré. Tu les as vus quand tu as travaillé avec eux? C'est toujours compliqué quand nous, on travaille comme ça avec un athlète, un sportif, en immersion, et donc le suivre pas à pas. C'est toujours très compliqué de filmer ce genre de séquence. Parce qu'on là, on est
on rentre dans on travaille dans l'intimité, mais on rentre dans l'intime. Et le fait de poser une caméra dans une consultation athlète psy du sport, finalement, on casse un peu l'effet, quoi. On casse l'objectif. Mais on l'a quand même fait par moment. C'est-à-dire que la caméra, elle était à 20 mètres, si tu veux. Toi. Ouais. Parce que le principe de ton émission, c'est d'être avec eux tout le temps. Oui. C'est ça. Oui, Et tu poses la caméra pour discuter, quoi. Oui, pour essayer de comprendre comment on accède à la performance au plus haut niveau, quel est le cheminement. Et ça faisait partie aussi de ce cheminement, de pouvoir un sportif se confier à quelqu'un qui va l'écouter, lui avoir un autre discours que l'entraîneur. Est-ce que c'est efficace? On ne sait pas, mais voilà. On essayait, mais on était toujours, nous, très mal à l'aise vis-à-vis de ça, parce qu'on avait le sentiment que là, on était, on allait au-delà de ce qu'on voulait faire. Et tu voulais pas trahir la confiance, c'est ça? Oui, pas trahir, et surtout que ça soit efficace comme... Et que ce soit complémentaire, surtout. Oui. C'est-à-dire, il ne doit pas y avoir d'antithèse à l'opposé de du message de l'entraîneur. Et en football, moi, si quelqu'un venait, c'était pour surtout sur l'élément individuel, l'individu, sa personnalité, le voir retranscrire le mieux possible sa performance, le libérer. C'était pas venir pour actionner sur la dynamique d'un groupe, parce que s'il vient pour la dynamique d'un groupe, j'ai plus rien, je fais plus mon métier, quoi. J'ai plus... C'est ça. Voilà, ça m'appartient. Donc c'est différencier bientôt et décoder et puis déclencher ce qui va permettre la performance. Merci Thomas d'avoir initié ce débat, parce qu'on était parti pour parler foot, tu vois, et donc on est parti sur la santé mentale plus que physique. Toi, ce que tu as envie de faire, c'est plutôt de faire du reportage, c'est commenter, ça allait avec Claude Puel encore plus loin que tout, parce qu'il y a un excellent livre de Claude Puel que je vous conseille. On pourra mettre la photo, Fabrice, hein? D'accord, merci. Parce qu'il est sympa, il est encore en vente sur Amazon et tout ça. Je dis Amazon, parce que tu dis Amazon, ça fait de la pub. Eh oui, forcément. En citer 3 sinon. Sur la Fnoc, tu vois. Pas mal. Voilà. À Carouf. Oui. Toi, tu te destines vers quoi? Quand tu entends tous ces discours, en plus, tu as cette chance de te nourrir quelque part ici. Non, c'est une vraie chance d'être ici, de pouvoir écouter les professionnels en activité. Moi, ce serait plutôt du commentaire. L'adrénaline du direct, c'est quelque chose qui me passionne particulièrement, mais avec l'école, j'ai eu l'occasion, je suis biberonné à l'intérieur sport, donc moi, c'est dans ma famille, on a tous regardé les intérieurs sport comme beaucoup de gens. Pourtant, c'est long. Hein. Pourtant, c'est long, mais quel plaisir. À chaque fois, ça permet de s'immerger. Donc, j'ai essayé aussi, dans mes études, de produire à ma petite échelle des petits inside, mais le but, pour moi, c'est de faire du commentaire, en tout cas à terme, c'est l'objectif. C'est ce qui nous plaît, hein, c'est vrai, Jérôme, quand on peut passer du temps, toi tu fais avec le Biking Man, par exemple, pour Radio Sport. Avec Biking Man, le direct c'est sympa parce que tu vis les choses et l'idée c'est aussi de le faire vivre. Et la radio pour ça c'est bien parce que les gens n'ont pas les images et vont s'imaginer par rapport à ton commentaire. Et ça, il faut employer les bons mots. En fait, un commentateur de radio n'est pas le même qu'un commentateur de télé parce qu'il y a les images. Oui. Et donc quand on est en direct, tout à l'heure on le disait là, à la table ronde, Christophe Josse, il t'a beau être supporter de ci, supporter de ça, quand tu en commandes, quand tu es en direct, tu vis le match et tu as forcément à un moment donné les émotions qui ressortent. Et ça, on le sent bien quand un commentateur, un journaliste, tu l'as fait Vincent pendant tellement d'années, vous vivez, voilà, il y a toutes vos émotions qui ressortent. Alors des fois, le supporter de base, il dit lui, il n'est pas supporter de mon équipe. Non mais t'es pas crédible de toute façon. Il a l'accent du Sud, il supporte Paris Saint-Germain. Donc déjà t'es pas crédible. Mais non, mais bon. Toi, t'as fait un petit peu de radio, toi, mais plus dans l'analyse. Oui, j'ai fait un peu avec Jacques Vendroux, Radio France, les matchs internationaux, mais c'est vrai que c'était sympa. J'amenais ma perception, mais c'était intéressant de côtoyer également les journalistes. J'ai fait partie, entre guillemets, d'équipe de France des journalistes. C'est toujours précieux quand tu as Claude Puel au milieu de terrain, parce que même à son âge, même à 25 ans, il court encore. Et c'était le côté sympa. Je voulais rajouter aussi... tu as dit que tu as été bercé avec Intérieur Sport, que j'ai beaucoup apprécié. Il y avait la voix également, la tonalité qui faisait que c'était tout un ensemble qui était magnifique. Mais j'ai toujours apprécié de découvrir comme ça
des sportifs de haut niveau avec leurs forces, leurs faiblesses, leur histoire. Je retrouve ça également vers les Jeux Olympiques. Et moi, j'adore. Avec des portraits, c'est pas les résultats, mais c'est avec des portraits de sport, d'athlètes, de sport qui sont pas tout le temps en pleine lumière. Et je trouve ça magnifique parce que on apprend beaucoup de choses et c'est vraiment. C'est l'exploit pur, quoi. C'est l'image et comment tu arrives. Et moi, j'ai vécu ça aussi tout au long de ma carrière d'entraîneur avec des gamins que j'ai repêchés un petit peu de partout, qui avaient loupé les centres de formation, qui se retrouvaient un petit peu sur les côtés et qu'on a réintroduit avec mon staff dans le milieu professionnel. Il y en avait qui collaient des affiches, il y en avait fait de tout, quoi. Et puis qui sont devenus internationaux et de partout, pour la France ou pour d'autres pays. Et ce sont des histoires. Je le dis dans le bouquin, mais j'adore ces histoires-là parce que c'est vraiment le côté humain, formateur, mais également de découvrir des parcours qui sont complètement différents et qui donnent une perspective et des chances à beaucoup de gamins et à beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont à côté de la plaque. Ce que tu dis là, Claude, nous, combien de fois le lundi, on avait des coups de fil d'entraîneurs qui nous disait est-ce que vous pouvez nous envoyer un DVD de votre dernier intérieur sport parce qu'on va le diffuser dans les salles de vie du club, parce qu'on veut que nos jeunes puissent s'en imprégner, puissent voir que même dans un autre sport qui n'est pas le foot, par exemple, tu peux apprendre tellement des autres. On peut apprendre. Les entraîneurs, pareil. Et nous, c'était notre plus grande fierté, en fait. On peut toucher ces gamins-là. Ouais. On pense il faut trouver l'angle pour les aborder, les gamins. Mais après, ils s'ouvrent. Et ils ont besoin, ils sont reconnaissants par la suite de tout ce qu'on peut leur montrer ou leur divulguer. Mais c'est vrai que c'est l'accès, le premier accès qui est difficile, de par leur entourage, et parce qu'ils ont cette résistance de faire de suite attention à leur environnement et de ne pas se faire avoir, entre guillemets. Patron, je me retourne vers toi, ce qui m'entend le patron. Claude m'a donné une bonne idée, on va le prendre parce qu'il n'a pas de club en ce moment. On va faire la Star Academy ou The Voice du foot, tu sais, laissé pour compte. Tu vois ce que je veux dire ? Celui qui n'a pas réussi, on reprend Claude, on lui fait courir un peu et on en fait un champion. T'as dit qu'il serait international en plus après. Bah oui. Tu as dit ça. Vincent, tu nous aides un petit peu ? Et puis comme ça, on fait filmer, tu vois, par Thomas pendant quelques années. Avec plaisir. On fait la Starac, tu vois. Super. Génial. Non, on fait faire un geste, une reprise de volée. C'est pas si simple finalement de travailler sa reprise. La journée des reprises de volée. C'était le but de cet échange parce que on est avant l'Euro et j'avais juste une question sur l'Euro. Je vais pas vous demander de favori, on va pas parler de foot comme ça ensemble aujourd'hui. Il y a plein de radios, de télévision qui le font. Mais justement, c'est ce qui est très étonnant aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on parle quasiment pas de l'Euro de foot. Non, Vincent, toi que. Pour l'instant, oui, parce qu'il y a les jeux qui prennent tout. Il y a les jeux qui prennent un peu le dessus, oui. Mais je pense que dès le premier jour dès le premier match, ça va partir. T'es sûr ? On va en parler tout de suite. Le 17, t'es sûr que la France, elle joue Mais bien sûr, mais parce que parce que tout de suite, l'équipe de France, ça va... Oui, mais alors après, on est sur des saisons tellement longues qu'à un moment donné, regarde, ça démarre quand alors, on vient d'avoir le Real Dortmund, je sais même pas si tout le monde l'a regardé. Quoi, oui, on l'a regardé, évidemment, parce que c'est la Ligue des Champions. Parce qu'on aurait pu être à Wembley, tu le sais bien. Tu parles de quelle équipe ? J'ai pas compris. Quand tu me le regardes... En tant que journaliste... Monaco, c'est l'an prochain, la Ligue des Champions. Et non, ce que je veux dire, c'est que la saison, elle démarre très tôt. Là, on a une saison qui s'allonge avec la Coupe des Confédérations, des matchs. Donc, tu as envie de respirer, tu veux dire ? Non, mais voilà, on a tellement d'infos, on a tellement de choses à suivre, qu'à un moment donné, on se lasse. Mais Vincent a raison, dès qu'il va y avoir le coup d'envoi, en tout cas, nous, on va se passionner pour ça, on va se passionner pour l'équipe de France, en espérant qu'elle aille le plus loin possible. Mais on est lassé. Ça joue à un tel niveau. Non, alors, peut-être qu'on a besoin de respirer, mais ça joue à un tel niveau. C'est-à-dire que dès le premier match, n'importe quel match de l'Euro, le ballon, c'est plus fort la Coupe du Monde. Le ballon, il va jamais sortir du terrain. Techniquement, les mecs sont. On va kiffer en fait. C'est trop fort. C'est vrai qu'on zappe beaucoup. Enfin, pour ma part, des fois même les qualifications, parce que on tombe contre
des équipes mineures, c'est des scores de 7, 8, 11, Ça donne de moins en moins quand même avec la Ligue des Nations au milieu. 14. je trouve que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux et pour moi c'est galvauder le football. Le football, voilà, c'est de la performance, c'est pas un combat, mais c'est deux équipes. C'est pas un match à 14-0. Qui je sont comprends. proches. Mais Tu penses qu'il devrait y avoir une première division, une troisième division, une première division de. Bien sûr, c'est un peu ce qu'il y a dans la Coupe des Confédérations. C'est ça, comme la Ligue des Champions qui est ouverte encore plus aux clubs de milieu de tableau, entre guillemets. Je trouve que c'est pas sérieux et c'est galvauder la Ligue des Champions. Moi, ce qui m'intéresse à la Ligue des Champions, c'est toutes les phases finales parce que là, vraiment. Mais là, regarde Thomas, tu vas être content parce que ta génération, maintenant, tu vas avoir une nouvelle Ligue des Champions en plus où tu auras les premiers tout en haut, les derniers tout en bas qui seront virés, il n'y a plus personne qui est repêché, les meilleurs jouent entre eux. Déjà, il faut essayer de comprendre le format déjà. Parce que... Facile. Oh, c'est assez facile. De 1 à 8, c'était très bon, tu restes. De 8 à 16, mais bon, mais je suis d'accord, je rejoins Claude, même nous jeunes journalistes, en tout cas futurs, on l'espère, à notre âge, 20, 21, 22 ans, même les phases de poule de Ligue des Champions, c'est compliqué. Parce que on suit, alors évidemment plus ou moins attentivement, moi personnellement j'essaye de suivre un peu, mais il y a des matchs, on sait qu'il manque quand même de l'adversité. On attend... Mais j'allais dire les huitièmes de finale, même pas, on attend les quarts de finale, parce qu'on sait que le Real va commencer à faire ses matchs un peu magiques. Huitième quand même, ouais, ça dépend. Ça dépend. Non, mais oui, c'est l'élimination directe qui amène en plus ce... Mais sur cet Euro, en tout cas, ça va être passionnant, parce qu'il n'y a pas vraiment de favoris. Ah bah tant mieux. C'est ça qui... Moi, je suis aussi excité par ça. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui sont vraiment outsiders, évidemment l'équipe de France, mais il y a des incertitudes, que ce soit sur l'effectif, sur la forme des joueurs, sur notre dynamique de groupe. L'Allemagne à domicile, ça peut être intéressant. Le dernier de Toni Kroos aussi, qui apporte un peu de piment. L'Angleterre a des joueurs en forme, mais collectivement, on ne sait pas trop comment ça va s'organiser. Comme toujours. Il y a les Pays-Bas un peu en embuscade, évidemment, avec leurs jeunes joueurs. Ouais. En fait, il va tous les citer. Non, mais il y a 4-5 équipes, je trouve. Mais heureusement, t'as pas le Brésil, c'est un championnat européen. T'as même envie de savoir quelle histoire va écrire la Géorgie avec Oudé Samuel. Exactement. Mais on sait qu'il y a des joueurs super talentueux. Ils débarquent, on sait pas d'où. Tu crois pas qu'ils vont jusqu'au bout, c'est pas le Danemark. Bien sûr, ils vont pas aller jusqu'au bout. On a envie de C'est savoir une belle qu'est-ce que histoire. ça va faire. Faire certainement qu'ils vont poser quelques petits problèmes, à des adversaires. Mais tu l'as dit, beaucoup plus l'Euro, épais. c'est pas la Coupe du Monde. T'es tout de suite dans le dur, quoi. Oui. Oui. Moi, Non, tu vois ce que je veux dire. Moi, je trouve que l'Euro, mis à part les équipes sud-américaines, mais c'est plus fort qu'une Coupe du Monde, quoi. C'est comme un championnat d'Europe de basket, c'est plus fort que les. Donc la NBA de l'autre côté, c'est pas mal non plus. Ouais, mais ça fait rien. Le niveau est tellement élevé. Mais oui, à l'Euro, on peut vraiment se passionner pour ce genre de compétition. Donc on va gagner. Même si on ne sait pas quand ça commence. Le football, On va gagner. Claude a dit qu'on allait gagner. Comme l'Euroleague en basket. Il y a un niveau. Pour la gagner, c'est Très haut niveau. on l'a vu avec Monaco cette année. C'est une intensité. Ah, vous aimez Monaco autour de cette table? Non, mais en basket, c'est la seule équipe qui a brillé cette Non, année mais au je basket. plaisante, monsieur Paco, excusez-moi. Quoi qu'il y a Paris, Monaco en basket en finale du championnat de France. Ouais, ah bon. Donc tu peux être content. Ça commence le mardi, après c'est le jeudi, après c'est samedi, c'est sur 5 manches. Pas comme l'Euroleague où ça je m'énerve à chaque fois, que c'est un Final Four à la fin et ça veut plus rien dire. C'est une demi-finale alors que tu as fait que des matchs en 3 ou 5 matchs gagnants. Excuse-moi, vu le rythme de leur saison qui est absolument infernal. D'accord, mais pas à la fin. À la fin, tu restes pas juste avec une demi-finale avec 4 équipes C'est et le t'es viré, principe du quoi. Final Four, comme au hand, la Ligue des Champions. C'est sympa le Final Four, regardons. Mais non. Il y a eu pour les féminines, là, le championnat de France féminin, c'était un Final Four, c'est sympa, il y a un peu d'ambiance. Oui, mais ok, c'est dans une ville, tu veux pas pendant 48 heures. Ça génère une effervescence incroyable. Bien sûr. Ouais, ok, mais t'as fait toute ta saison. Vincent, t'as fait une saison de championnat. Derrière, tu fais des matchs pour te qualifier où t'es en 5 manches avec 3 sets gagnants, enfin 3 manches gagnantes. Le rugby, c'est ça. Ouais, moi je trouve que c'est Le rugby, c'est ça. avec les playoffs à la fin comme ça. Bon, ouais, c'était mon petit coup de gueule. Et juste en parlant de rugby, moi j'aurais aimé voir Claude Puel entraîneur de rugby. À Je Castres. suis sûr qu'il aurait. Avec le Castres Olympique. Avec le Castres Olympique. Non, mais tout à l'heure, on disait, les journalistes, maintenant, ils deviennent polyvalents. Celui qui est sur le foot, il va un peu sur le rugby. Et pourquoi les entraîneurs de foot, ils n'iraient pas sur le rugby? Petite parenthèse par rapport au rugby. Bon, je suis bien sûr le CO puisque je suis né à Castres. Mais j'aime bien aussi Toulouse et la façon dont ils jouent avec les joueurs qui composent. Et ça vient concurrencer en termes
de qualité de jeu, des grands matchs de football, parce qu'on voit une gestuelle, on voit des choses qui sont magnifiques. Mais même en tant qu'entraîneur, je pense que Toulouse est au niveau du foot. Hugo Mola, il est comme toi, Claude, comment il gère les égos. Et quand on a Antoine Dupont dans ton équipe, c'est... Et en tant que projet sportif dans le club, ça dépasse même le cadre de l'entraîneur, qui est très bon avec Hugo Mola, mais c'est tout un projet sportif de centre de formation et des gamins qui arrivent au très haut niveau avec une façon de jouer qui est magnifique. T'as pas répondu à la question de Jérôme. Hein. C'est-à-dire à quand une reconversion dans le rugby Tu aurais pu être entraîneur de rugby. Ça existait, ça, Vincent. En fait, dans l'histoire, c'est des gens qui sont passés à notre sport. Ça aurait pu. Ça a dû exister. À Casse, je suis pas sûr. Non, mais t'as des sportifs comme Franck Picard, par exemple, qui a fait du bateau, qui est passé à la voile, comme Florent Manodou, qui est Florent Manodou, pas longtemps en balle, mais t'as raison. À Aix. Non, mais c'est vrai, c'est... En entraîneur... Une bonne question pour Radio Sport. Merci à tous les quatre d'être venus dans ces micros d'or pour demain, ici, dans le magnifique cadre de Mandelieu. Merci à toi, Vincent Alix. J'ai vu que tu avais beaucoup discuté avec les jeunes, c'est très très bien. Tu passes le flambeau, c'est beau. C'est pour ça qu'on est là. Tu as passé la flamme, c'est pour ça? Oui, pour transmettre. Que tu l'as porté, la flamme. Angoulême, une terre qui t'est chère. C'est beau de porter la flamme. Thomas Palmier. Non, mais je me moque pas en plus. C'est un symbole fort. Il faut pas se moquer parce que justement, c'est là que je me suis rendu compte qu'il allait se passer quelque chose dans quelques jours là. Oui. Justement, on parlait des grandes compétitions, de l'engouement, d'une effervescence. Et là, ça existe. C'est matériel. Oui, nous Français, on est toujours en train de polémiquer, d'aller chercher la petite bête, mais là, dès que les Jeux vont commencer, le jour où la flamme va ouvrir, allumer la vraie vasque, ça. Oui, il va se passer quelque chose de grandiose. Et je suis persuadé. Qui est-ce qui porte la flamme? Peut-être des infos, non? Je ne sais pas. C'est Ziz. C'est pas moi, j'ai déjà fait. C'est Zizou. Parce qu'il n'a pas porté à Marseille. Merci à toi. Plein de grandes choses. Longue vie dans notre beau métier. Merci. On te souhaite. Merci, C'est quoi ta prochaine étape? Des stages cet été. Ouais, tu vas où? Un peu en radio France Info. Pour l'Euro, justement. J'ai la chance de commenter quelques matchs. Ah oui, tu vas commenter en plus? Normalement. Génial. Avec Xavier Montferrand, toute la bande? J'espère, normalement. Tu l'embrasses pour nous. Ça sera fait. C'est un super mec. Voilà, il y a des gens bien. Tu as travaillé avec Radio France, tu connais Claude Puel. Hein. Belle maison aussi. Merci Claude d'avoir été avec nous, avoir pris du temps. C'était passionnant en tout cas. Avec Jérôme Armand, qui est notre Bible à nous, tu as remarqué, de Radio Sport, qui n'a qu'un seul club, puisqu'il a l'accent marseillais, le PSG. Et ben voilà. Plus que jamais, vous êtes bien sur Radio Sport.